Bonjour à tous. Alors, je reviens vous parler donc des ruptures douces. Et en fait, je suis là pour vous partager un certain nombre d'ingrédients que j'ai mis en œuvre dans le cadre d'une transformation agile qui se transforme en Odyssée. Et en fait, cette conférence, elle résulte d'une petite commande qu'on m'a fait à l'issue de Scrum Day, où je distillais, je parlais plein de choses, et les gens disent « tu vas trop vite ». Essaye de faire un truc où tu peux nous expliquer un peu toutes les épices, tout ce que tu mets un peu dans ta tambouille, dans ta cuisine, pour nous aider après aussi sur nos transformations. Alors ça va être un cocktail, il va y avoir plein de choses. Je vous laisserai recoller les morceaux, je vais essayer de les recoller de temps en temps. Les slides donc, seront disponibles, sont déjà d'ailleurs sur Internet. Je ne vais même pas tout présenter aujourd'hui, j'en ai laissé en annexe parce que ça fera too much. On me taxe régulièrement de rouleau compresseur, donc je vais en laisser de côté cette fois-ci. Donc je suis Laurent Sarrazin, je pratique l'agilité depuis 10-15 ans à peu près. Je travaille à la Société Générale dans la banque d'investissement depuis 1995, donc je suis un peu un papy là-bas. J'ai passé 3 ans en Inde où j'ai pu pratiquer l'agilité donc dans un contexte d'offshoring et développer un truc qui s'appelle Scrum Shore, que j'avais présenté aussi, je crois, à un Scrum Day. Donc celui-là, il est dispo sur wawawa.scrumshore.com, sur lequel d'autres coachs travaillent, comme Gilles Mantel, qui m'aide à travailler dessus aussi, qui lui travaille dans des contextes indiens, mais également chinois et roumains. Et là, je pense que très bientôt, on va avoir l'occasion de le présenter et de l'appliquer en Tunisie. Et donc, aujourd'hui, je porte une conduite de changement assez massive, puisque la DSI dans laquelle je suis, donc de la banque d'investissement, pèse à peu près 3500 personnes. Et donc, vous voyez un peu la taille des choses qu'il faut bouger. Alors, Laurent, c'est un doux rêveur. Et on va commencer par un Innovation Game. Donc, c'est bien que vous les ayez eus comme présentation juste avant. Vous allez voir, il y a beaucoup de résonance avec ce que vous avez vu dans la présentation d'avant. Et donc, moi, je me suis positionné dans un futur agile. J'ai dit, comme j'y crois, on va y être. J'avais oublié que je pensais qu'on y serait en décembre 2012, mais a priori, ça va prendre un peu plus de temps. Et puis, donc, l'intérêt de le Remember the Future, hein, vous vous projetez, vous vivez votre agilité. Comme diraient mes ados, vous kiffez grave l'agilité. Puis après, ce jeu-là, une fois qu'on l'a fait, en fait, on se dit, oui, mais là, on était en février 2011, comment on a démarré? Comment on a fait pour arriver sur notre île agile? Donc, on a conceptualisé un peu, puis on s'est lancé. Hein, je vous en parlais, on est un peu dans le Lean Startup, ou si vous connaissez les mecs de 37 Signal, on ne se pose pas trop de questions, moi j'aime pas trop, c'est plus on avance, c'est comme ça qu'on va apprendre. Alors évidemment, on se prend des murs, hein, mais on y va. Donc en fait, on a démarré vraiment la transfo agile officielle qui nous a permis, en fait, comme beaucoup, de démarginaliser l'agilité, puisqu'il y en avait plein qui faisaient de l'agilité dans l'entreprise, mais sous les radars, puisque l'entreprise n'était pas prête, les process n'étaient pas prêts, l'organisation n'était pas prête. Et là, officiellement, on s'est dit, on va démarginaliser en fait l'agilité, on va réellement lancer quelque chose pour le faire. Donc on a démarré en février 2011, on a fait un certain nombre de pilotes, on a travaillé. On a créé, donc j'ai pu créer un centre agile, donc vous imaginez dans une DSI telle que la nôtre, est vraiment une incarnation physique du changement. Il y a une entité centre agile, donc qui par essence agile se veut légère, hein, on est vraiment pas très nombreux, on n'est pas en train de monter une nouvelle organisation dans l'organisation. Et puis on a arraché un petit peu le changement, et puis là, donc on est au Scrum Day. Et donc ce que je vais vous dire, c'est malgré tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, c'est déjà vraiment beaucoup. On me dit, vous avez fait bouger les choses. Mais là, donc, il y a un petit haltérophile, et puis je vais vous expliquer que ça s'est transformé finalement, pas en voyage de rêve, mais en odyssée. Pourquoi? Eh bien, en fait, si on veut essayer de changer les choses sans créer de rupture, et c'est là qu'on va parler de rupture douce tout au long de cette conférence. Donc, si on essaye d'évoluer tranquillement vers l'agilité, ben, je m'aperçois que ça ne marche pas. Et donc, ce que je vous ai mis là, en fait, et je vais y revenir beaucoup, il y a un énorme bouquin, enfin énorme pas par la taille, mais par le contenu, qui m'a réellement aidé, qui m'a donné beaucoup de courage et qui me stimule tous les jours et que je distribue tous les jours autour de moi. Donc, c'est Fearless Change de Linda Rising. Et puis, le bouquin d'Jürgen Appelo aussi, Management 3.0, dans lequel, d'ailleurs, j'ai pris cette image-là, qui ne vient pas d'Jürgen, mais d'un autre leader, en fait, de la conduite de changement, qui explique un peu, même si on a réussi en fait à faire décoller un petit peu le changement avec des innovateurs et quelques early adopters, là la courbe elle est vraiment très difficile à monter.
Et donc ce que je mets, c'est qu'entre le moment où on a un peu un rêve d'agiliste d'y aller, et puis le petit monde fleuri vers lequel on veut converger, il y a un grand écart. Et honnêtement, j'étais pas super préparé à ça, et je crois qu'on ne l'est pas vraiment. Donc ce qui se traduit par réellement une odyssée quand on veut vraiment passer par-dessus cette vague. Et donc, il faut se préparer, il faut se bétonner. Donc si vous êtes dans un contexte, alors je ne pense pas de PME ou de petite entreprise, où là ça va être des structures plus légères, mais quand on travaille dans des contextes de très grandes entreprises, c'est juste un petit tuyau pour ceux qui veulent y aller, il faut réellement se bétonner, quoi. Je vais insister un petit peu donc, sur cet ouvrage qui est majeur et que je vous recommande énormément. Alors, ce n'est pas un book club ici, mais je vais vraiment distiller beaucoup de mes lectures. Et ce livre-là, il est vraiment énorme dans le sens où ce sont des petites recettes de cuisine que Linda a positionnées. Et en plus, la façon de lire, c'est un peu comme les bouquins qu'on lisait il y a très longtemps quand vous êtes acteur de votre livre et que vous jouiez avec des dés, là, les espèces de bouquins d'Heroic Fantasy. Et en fait, je l'ai ouvert et puis je suis tombé dans un premier... donc il y a des rôles. Et il y a un premier truc que Linda décrit, vous êtes évangéliste, on se retrouve dedans, et qu'est-ce qui se passe? Et si on veut passer au stade d'après, il faut aller plus loin. Donc elle décrit comment passer du stade d'évangéliste à ce qu'elle appelle le stade de Dedicated Champion, comment s'armer pour pouvoir inscrire. Et Dedicated Champion, c'est simplement, j'étais évangéliste, donc j'en parlais à tout le monde, que ça se traduise dans une job description. Donc j'ai créé mon job. Je suis responsable du centre agile, je ne suis plus évangéliste qui fait le cacou et qui discute de l'agilité partout. Je le vis, c'est dans ma job description, je l'ai signé depuis le 1er septembre. C'est une nouvelle job description, c'est un nouveau métier qu'on a créé. Première chose. Derrière, ensuite, pour arriver à cavaler puis à monter un peu la montagne, elle décrit alors par pas mal de trucs, astuces, de recommandations, comment aller chercher en fait un sponsor, c'est normal, mais sponsor côté IT et aussi côté métier, ce qu'elle appelle un corporate angel. Donc elle explique tout ce genre de trucs qui se greffent sur cette courbe et sur cette vague en fait qu'il faut monter. Et honnêtement, j'ai trouvé beaucoup de force dans ce livre, donc j'en avais déjà pas mal pour ceux qui me connaissent. Mais à chaque fois qu'il y a un petit coup de blues, c'est vraiment le bouquin de chevet qui traîne toujours sur mon bureau, toujours avec moi, et dans lequel on peut vraiment aller se retrouver et se ressourcer. Donc vraiment un ouvrage majeur. Donc qui parle de patterns de changement, qui parle comment amplifier le changement, quels sont vraiment les stakeholders à aller chercher pour pouvoir vraiment construire cette route. Et puis également, ce qui est intéressant, et on va en parler aussi cette journée, des patterns de socialisation. Donc on en a parlé ce matin. J'anticipe, je vais faire de la pub si vous voulez venir tout à l'heure à 2h avec Gilles Charest. On fait 2 heures d'atelier de cuisine sur la sociocratie, où on va rentrer vraiment dans un aspect vraiment sociologique et sociétal de la transformation pour arriver à mettre en place de l'agilité. Donc on est bien loin de Scrum, de XP, etc. On est vraiment sur l'humain et l'humain dans les organisations. Je fais un peu de pub pour les copains. InSpirit, donc j'ai eu l'autorisation de faire de la pub, fait venir Linda le 3 mai. Il y a peu de places qui sont... vous pouvez postuler, vous verrez si vous serez pris, et avoir accès à Linda pour continuer je dirais, à rentrer dans le livre avec elle, partager des feedbacks, ce genre de choses. Donc ça, c'est le 3 mai. Et puis, si vous êtes abonné à la newsletter d'InfoQ, donc c'est sorti hier, je crois, il y a Déborah qui a fait un jeu sur la base du bouquin de Lisa qui s'appelle aussi Fearless Change. Donc vous pouvez le télécharger et vous pouvez pratiquer ces patterns-là. Donc c'est un jeu de plateau que j'ai pas encore vraiment joué mais qu'on m'avait présenté succinctement pour développer en fait tout un tas de compétences et de trucs et astuces pour la mise en œuvre en fait des tuyaux que recommande Linda. Alors j'étais bien armé avec tout ça et je me suis pris des pains. Parce qu'évidemment, quand on est dans une entreprise, c'est comme dans la vie, dans la société, il y a toujours des gens qui sont pas sympas, des gens qui sont toxiques. Et heureusement, un soir, l'illumination, mais vraiment une illumination, parce que j'étais vraiment dans la merde, je savais pas comment traiter un problème. Et j'ai cherché sur Google « coaching mauvaise foi ». Et là, je suis arrivé chez Sylvaine. Et Sylvaine, elle a un bocal à con. Et depuis que j'en parle autour de moi, c'est extraordinaire. Donc Sylvaine est là aujourd'hui. Elle a accepté de venir vous le présenter elle-même. Donc je vais lui passer le micro. Elle va venir avec son petit bocal. Et elle va vous parler du bocal à con. Et je suis sûr que vous allez être mort de rire. Bonjour à tous. Donc je vous ai amené un bocal à con. C'est un principe
extrêmement simple, le bocal à con. Donc le con, c'est qui? C'est effectivement cet autre qui résiste au changement, qui traîne, qui freine des cas de fer, qui suscite en nous tout un tas d'émotions négatives qui font qu'on a un peu envie de lui imposer ce changement à coup de démonte-pneus. Hein. Alors plutôt que d'avoir recours à ce type de pratique qui peut avoir des conséquences un peu pénibles pour nous-mêmes, le bocal à con est une technique inoffensive qui permet de prendre un peu de recul vis-à-vis de cet abruti qui nous pose problème. Donc le principe est tout simple. Il est de placer votre abruti à l'intérieur d'un bocal et de fermer le bocal. Vous avez remarqué que celui-ci a un caoutchouc qui permet de le rendre parfaitement hermétique. Ce qui fait qu'une fois que mon abruti est enfermé dans ce bocal, je ne l'entends plus, il n'a plus d'odeur, il n'a plus de saveur. Il est même un peu déformé hein, derrière les parois de mon bocal. Bref, il est neutralisé, il devient parfaitement inoffensif. Ce qui me permet à moi de prendre un petit peu de recul, de faire retomber un peu la charge émotionnelle et du coup de pouvoir traiter le problème de façon un peu plus sereine. Alors une fois que j'ai placé mon abruti dans mon bocal, oui, alors il peut y avoir plusieurs tailles de bocal, effectivement. On en a 3 d'ailleurs. Voilà. Voilà. On a là-haut un con monumental. Hein. Alors, là-haut, là. Un bocal à con. Oui, celui-ci. Celui-ci. Après, on va vous dire comment en sortir du bocal. Alors, une fois que j'ai placé mon abruti dans mon bocal, quoi faire? Parce qu'à l'évidence, c'est pas parce que je le mets dans un sirop de sucre qu'il va ressortir tout chamallow. Hein. Donc l'idée, c'est derrière d'aller placer ce bocal dans mon laboratoire à con, hein, dans lequel je vais pouvoir faire tout un tas de tests relationnels pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, ce laboratoire, il va me permettre de faire plusieurs choses. La première chose, ça va être de l'observation. Alors une observation, bien entendu, tout à fait scientifique, une observation de naturaliste. Hein. Je vais observer mon abruti dans son bocal et je vais observer en particulier ses mécanismes, ses besoins. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les raisons pour lesquelles il réagit de cette manière-là? Et ça va me donner des pistes sur la façon dont je peux, moi, agir avec lui pour mieux faire passer mon propos et pour éviter de susciter chez lui des réactions de petit con, gros con ou con monumental. En même temps, je vais pouvoir aussi, puisque ma charge émotionnelle s'est diminuée, je vais pouvoir aussi l'observer, ma propre charge émotionnelle, avec beaucoup plus de sérénité. Et aller chercher là-dedans mes besoins à moi. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai réagi aussi fortement vis-à-vis de cet abruti? Qu'est-ce qui fait que je le considère comme un abruti? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes valeurs, au niveau de mes besoins? Et là aussi, je vais pouvoir trouver des pistes pour déterminer quelles sont éventuellement les compétences relationnelles que j'ai besoin de développer pour pouvoir mieux interagir avec cet abruti-là. Et à terme, mon abruti, je vais le sortir de son bocal et je vais pratiquer des tests. Je vais tester mes compétences relationnelles que j'ai développées par ailleurs. Je vais tester les techniques, les stratégies auxquelles j'ai réfléchi pour pouvoir communiquer mieux avec lui. Et je vais voir si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, j'ai toujours la possibilité de le remettre dans son bocal. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, nous avons là-haut une amanite tumouche. La plupart de nos abrutis sont des amanites tumouches, c'est-à-dire, bon, ça vous colle juste une bonne indigestion. Hein. Certains abrutis sont des amanites phalloïdes, ce sont des manipulateurs pervers. Les tests qu'on va pratiquer vont permettre de le déterminer. Les manipulateurs pervers, on les laisse dans leur bocal et on jette le bocal au fond du puits. Hein. Donc voilà pour ce que vous pouvez faire vis-à-vis des autres avec le bocal. Mais bien entendu, il arrive que de temps en temps, nous-mêmes, nous finissions au fond du bocal à con de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, ça s'est passé à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, parce que vous et moi, hein, on est des gens très très bien, hein, on fait beaucoup d'efforts,
on a des valeurs, on les applique, et c'est quand même pas normal que quelqu'un nous ait mis au fond d'un bocal à con. L'affaire est parfois un peu difficile à avaler. Alors, comment sortir d'un bocal à con? Ça peut arriver, tiens, comment est-ce qu'on rentre dans un bocal à con? Justement, vous mettez en œuvre un changement au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise, etc. Et puis, il se trouve que vous y croyez, hein. Vous y croyez tellement que vous êtes un peu véhément et que il y a 2-3 personnes que vous avez un peu rouleau compressé au passage. Et ceux-là, ils vous ont mis dans un bocal à con et maintenant, vous êtes bien ennuyés. Alors, quoi faire? 10 étapes pour sortir du bocal à con. La première, c'est pratiquer la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Grosso modo, ça arrive de se comporter comme un abruti. C'est pas la peine de se flageller pour autant. Hein. Se flageller, ça pousse surtout à la rumination, à la dévalorisation, et ça fait pas avancer les choses. À l'inverse, éviter l'autocomplaisance qui consiste à dire « oui, mais moi », à s'offusquer, voyez, à jouer les reines outragées. « Oui, mais moi, avec mes belles valeurs, c'est la faute à ce qu'on-là ». Ça non plus, ça ne fait pas avancer les choses. Donc voilà, première étape, être bienveillant vis-à-vis de soi-même, mais en même temps, ne pas se déresponsabiliser. Deuxième étape, accepter qu'il nous arrive à tous d'être le con de quelqu'un d'autre, hein. Que s'imaginer qu'on va vivre dans une sorte de nirvana relationnel avec 7 milliards de personnes, c'est du domaine du fantasme. Il y aura toujours quelqu'un à qui vous n'allez pas plaire et que, au fond, c'est pas très grave. Troisième étape, vérifier la pertinence de la sortie de bocal. Ben oui, il y a des gens, on n'est pas obligé de bien s'entendre avec tout le monde, il y a des gens, c'est pas très grave. C'est pas très grave s'ils nous considèrent comme un abruti. Et il y a des gens avec qui on ne va pas avoir besoin de se mettre la rate au courbouillon pour essayer de trouver des solutions à la situation. Donc ça, toute la question est quelle est l'importance de cette relation? Quelle est l'importance, alors dans le cadre professionnel, quelle est l'importance justement professionnelle de cette relation? Et d'évaluer les conséquences. Quelles conséquences y a-t-il professionnellement et personnellement si je reste dans son bocal de façon à déterminer s'il est absolument nécessaire d'en sortir ou pas. Quatrièmement, déterminer la nature et l'ampleur de la situation. Nous avons une forte tendance à interpréter les comportements des autres et nos interprétations, la plupart du temps, sont abusives. On ne sait pas tellement ce qui se passe dans la tête des autres, donc on interprète leur comportement en fonction de nous-mêmes et pas en fonction de ce qui se passe dans leur tête. Donc ça vaut le coup parfois d'aller faire parler la personne qui nous a embocalés pour comprendre de quoi il retourne, pour comprendre ce qu'elle nous reproche réellement, quelle est la nature et l'ampleur réelle du problème. Là aussi, c'est ça qui va nous donner des pistes sur comment on peut en sortir. Alors qu'à l'inverse, si j'interprète les raisons pour lesquelles je suis dans un bocal et que j'agis là-dessus, 9 fois sur 10, je tombe à côté de la plaque. Cinquième étape, passer à l'action. J'accélère. Passer à l'action, tout simplement parce que la passivité ne sert à rien et vous ne pouvez pas prétendre attendre de l'autre que ce soit lui qui agisse si vous n'êtes pas prêt à agir. Sixième étape, présenter des excuses. Étape toute simple, il arrive parfois que ce soit une très bonne idée et une véritable compétence relationnelle d'être en capacité de présenter des excuses vis-à-vis de quelqu'un avec qui on a agi d'une façon qui n'est pas acceptable. Alors, on peut aussi ramollir ses façons de faire et agir dans le sens des valeurs qui animent les autres, hein. Adoucir son propos, adoucir ses façons de pratiquer, de façon à ne pas heurter les valeurs de l'autre personne, modifier ses propres comportements si la situation nous a fait prendre conscience du fait qu'on a un comportement qui effectivement n'est pas acceptable. Donc là, c'est du travail sur soi. Ne pas en faire trop, c'est-à-dire être sincère, ne pas aller s'excuser si vous n'y croyez pas. Ça se voit. Et là, vous allez retourner dans le bocal en colis express, hein. Et dernière chose, l'absence de soumission, c'est-à-dire ne pas se soumettre à la volonté de l'autre de reprendre le pouvoir dans cette situation, hein. C'est-à-dire, en gros, ne pas présenter des excuses, par exemple, oui,
mais ne pas agir en serpillière non plus. Il s'agit de rééquilibrer la relation, pas de reprendre le pouvoir, ni d'accorder le pouvoir à l'autre. Voilà, merci de votre attention. Bon, alors, je vous assure que c'est vraiment un outil fantastique, hein, et que donc dans le cadre du Centre Agile que j'ai monté, on a une petite équipe de coachs internes, et donc on en parle souvent, puis on s'est même amusé à matérialiser sur un whiteboard, on a même dessiné les bocaux, etc. Bon, ça nous sert de recentrage. Et puis, donc, quand on est acteur du changement ou coach agile, voire, hein, je pense à un Scrum Master qui veut commencer, qui a des points de blocage quand il est en train d'animer son équipe agile. Donc, c'est un petit truc et ça fait beaucoup de bien. Alors, la rupture. Venons-en à la rupture. Je reviendrai sur le bouquin de Stéphane Denning juste après, mais les bouquins qui m'ont inspiré par rapport à ça, donc c'est Rework, j'en ai parlé, de 37 Signals. Pareil, un bouquin, lisez-le. C'est un bouquin, il y a une page, c'est des start-upers aux États-Unis. Il y a des trucs et astuces dedans, et puis c'est plein de dessins, c'est plein de crowbars et tout ça. C'est super sympa, et c'est surtout des gens qui se disent, quand vous avez envie d'y aller, juste allez-y, vous posez pas des milliards de questions. Et tout le bouquin est un peu là-dessus. Puis c'est vraiment une boîte qui marche bien, qui est pas très grosse parce qu'ils n'ont pas besoin de grossir, mais ça va dans la logique de démarche apprenante. Hein, de rompre et de se dire on y va, on regarde plus dans le rétro, un peu des choses qu'on retrouve aussi dans Lean Startup, hein, dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Alors, comme on le disait, comme dans la conf aussi de ce matin, il y a deux modèles en fait pour gérer une évolution. Il y a un modèle un peu classique comme ça, et ça en fait j'ai découvert ça avec Marc Gigé, qui est un grand bonhomme de l'innovation en France, et de se dire voilà, vous êtes dans le présent et vous essayez d'évoluer tranquillement à partir de l'existant, parce qu'on dit faut pas faire de révolution, faut évoluer. Moi ce que je vois, c'est quand on fait comme ça, il y a des élastiques qui nous ramènent toujours en arrière et on décolle pas. Et alors on qualifie des fois d'un peu de straight, un peu politiquement correct, mais en fait grosso modo, moi ce que je vois dans une entreprise comme la nôtre, c'est qu'il y a un super ventre mou aussi, hein, qui nous ramène dans le blob, et c'est le middle management, hein. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir un DSI qui est complètement onboardé sur l'agilité, qui fait des shows à l'extérieur sur le sujet. Les gens en dessous de lui veulent y aller aussi, mais alors après, quand on est dans une grosse organisation, on a une couche de middle management qui est extrêmement difficile à faire bouger. Alors l'idée, quand on explique ça aux gens, c'est que ces élastiques-là, il faut avoir le courage. Donc on va parler de courage, hein, courage, une des valeurs d'XP qu'on a remontées dans l'agilité, de radical management, dont je vais parler après. Et donc c'est un peu tous les innovation games, je vais en parler aussi, parce que moi je suis un fan de tout ça, c'est de demander aux gens d'avoir le courage d'accepter le présent. Et alors là, c'est dur. On a l'impression qu'on les met devant une planche pour faire du base jump. Mais si on veut se projeter, voilà, donc c'est l'idée, on coupe les élastiques, on oublie le présent. Et la petite image que vous avez là, vous la connaissez certainement, hein, c'est la fameuse blague. Si on veut avancer, il faut sortir l'élément qu'on a dans la pièce. D'accord ? Et tant qu'on n'a pas le courage de le virer, c'est pas possible. On va pas pouvoir imaginer un futur qui va être réellement différent de ce qu'on veut aujourd'hui. Et on a besoin d'un futur différent, puisque aujourd'hui, dans les entreprises, j'en parle un peu plus loin, et si vous avez accès à des gens comme François Dupuis, là, qui a écrit un sociologue, qui a écrit des trucs comme Lost in Management, on est dans des entreprises qui sont bouffées par les process, par les KPI. D'accord ? Et on a réduit au minimum la couche sur People and Organization. On a juste oublié que c'était les gens qui faisaient tourner la boîte, quoi. Hein, donc c'est là qu'on a un pied dans la sociologie de l'entreprise aujourd'hui, avec tous ces gens-là qui nous réveillent sur le sujet. Je les ai mis en annexe. Revenez au Balance Scorecard, même si ça fait super fumeux de l'école de Harvard, etc. Hein, le principe des Balance Scorecards, c'est simplement vous avez un lien entre People and Organization qui font tourner des process pour obtenir des KPI, pour générer de la valeur pour le client, qui va générer des revenus pour la boîte. Donc aujourd'hui, la tranche qui est comme ça, c'est process. Quand on fait du lean, lean ça veut dire maigrir en anglais, hein. C'est on réduit celle-là pour essayer de dégager plus de valeur pour nos clients, donc dans l'agilité, product ownership, client value, etc. Et puis les hommes qui vont faire tourner le bazar, hein, donc les équipes agiles qui sont en dessous. Donc il faut emmener les gens vers ça, et donc moi je passe beaucoup de temps en communication à leur expliquer ça. Tant qu'ils ne font pas l'effort de ne pas regarder dans le rétroviseur, de se projeter en acceptant d'oublier le présent, on n'y arrivera pas. Et c'est des choses qu'on va durcir même, nous, dans les espèces de contrats, même si on n'a même pas le terme, des gens qu'on va accompagner dans le changement, qui s'engagent fermement, quasiment, à oublier le présent. Parce que sinon, on n'avance pas. Et donc, c'est de la rupture d'innovation. Donc, juste un petit point. Donc, on oublie l'éléphant, on coupe les élastiques, on s'est protégé contre les amanites.
J'ai mis un petit peu de Blue Ocean Strategy aussi, si vous avez l'occasion de lire, lisez-le, ou lisez au moins le blog de Jean-Claude Grosjean, il a posté un truc il n'y a pas très longtemps là-dessus, comment réutiliser ce truc-là dans un contexte agile. La Blue Ocean Strategy, très simplement, c'est soit vous continuez à vous battre dans l'existant, et on est dans un monde un peu de requins, donc c'est un océan rouge, hein, c'est un peu sanglant, soit on se crée un océan bleu, avec des dauphins, c'est joli, c'est sympa, et on va aller nager là-bas. Donc nous, on va se créer des piscines agiles. Ceux qui ne veulent pas y aller, ils restent dans leur bain de sang. Donc encore un peu straight, mais c'est des images comme ça, petit à petit, en les bombardant. Hein, donc on bombarde. Ça va permettre d'avancer. Et moi, ce qui m'a aussi donné le courage d'y aller vers ça, c'est Stephen Denning, que j'ai découvert grâce à Mike Cohn. Il avait blogué sur le sujet, je crois, il y a 18 mois. Donc quand Mike Cohn recommande un bouquin, en général, ça vaut le coup de jeter un œil. C'est la première personne qui parle de changement radical. Donc encore une fois, on n'est pas dans les histoires « je fais de l'évolution, machin, etc. » Si on veut y aller, on y va, on tranche. Stephen Denning, c'est un mec d'Harvard, c'est pas un agiliste. Donc son bouquin va simplement réintégrer tous les concepts, tous les principes, toutes les valeurs de l'agilité, avec au sommet atteindre l'épanouissement du client. On n'est même plus dans le client satisfait. Client delight, pour avoir des équipes qui soient aussi delighted. D'accord ? Et ça, c'est un bouquin qui est écrit dans un jargon d'Harvard qu'on peut glisser à nos business executives. Évidemment, en faisant des abstracts, parce qu'ils ne vont pas se cogner 250 pages. Mais pour nous, c'est extrêmement, je pense, moi, c'était le chaînon manquant, en fait, et qui m'a réellement servi pour débloquer des choses et d'accéder au sponsorship côté métier. Donc encore un bouquin énorme. Je ne vais pas descendre dedans, hein, je vous ai mis quelques tables de synthèse. Il y a des book reviews qui synthétisent un petit peu tout ça. Vous allez retrouver des choses classiques. Hein. Bon, on veut avoir des clients satisfaits, des équipes auto-organisées. On veut des itérations qui soient client-driven. Enfin, quand on est agiliste, à la limite, quand on lit la table des matières, on se dit on ne va rien apprendre. Ce qu'on va apprendre, c'est quel est le jargon qu'il utilise, quelle histoire il a construit, comment il va le vendre maintenant. Et donc il poste régulièrement donc sur HBR, Harvard Business Review Magazine. Et donc ça nous permet encore une fois d'aller vers ce changement. La deuxième chose donc, qui est extrêmement importante, et je pense qu'on en a réellement parlé ce matin, c'est si on veut y aller, il faut s'éclater. Donc il faut créer du désir aussi. Si on veut emmener des gens et les premiers dans le bateau là, qui va partir dans notre innovation, il faut créer du désir. Et l'Odyssée, en fait, c'est l'Odyssée du grand Atkar. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Jürgen, Jürgen Appello, avec un modèle qu'il a repris de, j'ai oublié qui d'ailleurs. À force de réutiliser les choses, on oublie de qui ça vient. Le modèle donc d'accompagnement du changement de Atkar, en fait, c'est déjà awareness, donc c'est déjà de faire comprendre, faire juste connaître, savoir aux masses qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler, donc en l'occurrence l'agilité. Cet après-midi, on vous emmènera encore vers autre chose, qui est la sociocratie qu'on commence à emmener aussi. Derrière, donc si on veut y aller, c'est une fois que les gens se disent bon, il faut qu'on y aille quand même, il y a de l'urgence, puis il y a un truc qui existe pour le faire. Si on veut commencer à embrayer les trucs, il faut créer du désir. Et puis après, il faut leur donner la connaissance pour les rendre capables de faire, et puis la boucle d'amélioration continue, donc que vous connaissez bien, reinforcement. Donc pour le désir, j'ai été attraper des choses, donc à la fois dans le bouquin d'Jürgen, dans tout un tas de choses qui vous ont été évoquées ce matin, hein, Game Storming, Innovation Game, donc nous on utilise ça énormément chez nous. Un gars que j'adore aussi, et là on est dans la pensée visuelle, la facilitation visuelle, donc Dan Rohn qui dessine derrière des petites nappes. Ce que vous avez vu ce matin, le principe de faire des tout petits dessins extrêmement simples. Donc on va revenir à ce qu'on faisait quand on était à 5 ans, à 6 ans, mais des choses qui sont vraiment frappantes et sur lesquelles on peut échanger. C'est des super tokens for discussion. D'accord ? Donc ça, vous trouvez ça chez Dan Rohn. Il y a Suzy Brown maintenant que j'ai découverte il n'y a pas longtemps aussi, qui tweet à mort sur le sujet, qui vient de faire des présentations avec Dan Rohn. Il y a tout un courant autour de tout ce qui est visual management, visual team, etc. Donc très important. Un bouquin aussi, enfin un esprit que j'aime, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le storytelling. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire des trucs compliqués, il faut créer une histoire, il faut la créer ensemble, il faut vouloir la porter, il faut la vivre. Donc il y a quelques astuces pour se mettre en mode storytelling. Ça, c'est un tout petit bouquin qui est édité en fait par l'école de management de Grenoble. Donc des gens qui travaillent autour de l'Institut de l'entreprise 2.0, de l'intelligence collective, avec Richard Collin par exemple, avec Rémi Dupérin, qui a travaillé beaucoup avec Danone ou ce genre de choses.
Et donc, tout petit bouquin, je ne sais même pas s'il fait 100 pages, mais vraiment pour vous mettre dans une logique de construire des histoires, de les faire raconter. Et dans la conduite de changement qu'on a menée, dans tous les ateliers qu'on a fait, et j'ai été accompagné par Oana, qui est ici, on avait un checkpoint avec les équipes avec qui on a travaillé, donc sur la base d'Innovation Game. Tant qu'on n'était pas capable de raconter une histoire simple sur ce qu'on allait faire, et sur ce qu'on allait faire, c'était réformer par exemple le processus de CMRM, donc Change and Release Management, pour déployer en production. Hein. Donc quand même pas des sujets super sexy à la base. Tant qu'on n'était pas capable d'arriver à une histoire simple, qu'on était capable de vivre, que tout le monde était capable de raconter, on s'arrêtait, on effaçait et on refaisait. Et une fois que l'histoire était claire, limpide, on avait X ambassadeurs qui appartenaient à nos groupes de travaux qui étaient capables de polliniser cette histoire-là. Donc très important. Les autres personnes que vous pouvez lire, bah évidemment c'est Pink, Mr. Pink, avec tout ce qui est Wall Newman. On est très dans le cerveau droit en fait dans toutes ces histoires-là. Hein, on va le déposer un peu notre cerveau gauche d'ingénieur. On va rentrer vraiment plutôt, et on en a parlé ce matin, dans la créativité. Et ce que j'ai beaucoup apprécié ce matin, c'est de la créativité structurée. Alors là, quand on présente un truc comme ça, on se dit putain, créativité, mais il faut la structurer. Bah oui, mais il l'a bien dit ce matin. Sinon, c'est le spaghetti, c'est le bordel, quoi. Donc, il faut quand même structurer les choses, mais on va vraiment favoriser le cerveau droit. Et pour vous dire encore à quel point c'est un phénomène quasiment de société, si vous prenez la couverture de Harvard Business Review du mois de janvier-février, c'est un smiley comme ça. Comment retrouver le plaisir et l'appétit au travail? Comment faire en sorte que le désir ne soit plus un luxe? Il y a 5 articles, il y a la moitié du magazine sur ce truc-là, quoi. Donc quand on parle de ce genre de choses, on est vraiment dans la même logique que ce matin, de se dire on va changer, mais en plus, on va y aller en s'amusant. Voilà. Et donc, eh bien, je suis tombé, alors je ne sais pas quand, je ne sais même plus comment, sur les Innovation Games, donc le bouquin de Luc Oman, et puis juste derrière, évidemment, le bouquin de Dave Gray sur les game storming. Donc ça sert à rien de le télécharger, etc. Il faut juste l'acheter. C'est pareil, c'est un livre de chevet. Puis alors dans les Innovation Games, donc il y a une vingtaine, je crois, de jeux. Et dans les game storming, il y en a 80. Et puis il y a plein d'autres trucs qui sortent aujourd'hui. Je vais faire de la pub pour Alex. C'est le 12 mai à Nantes. 11 et 12 mai, donc Alex organise deux grosses journées sur les Agile Games, c'est ça? Il y a déjà eu des choses qui ont été faites à Grenoble, donc on se partage tous ces jeux-là. Donc je ne sais pas si vous parlerez des Innovation Games, mais je pense que oui, enfin j'essaierai même d'être là. Et pour vous dire que c'est une réalité chez nous, c'est que toute la conduite de changement, donc sur les premières saisons, et ce qui est vraiment important, pour rendre les choses encore plus réelles, c'est que j'ai créé une salle de jeu. Vous imaginez, moi, dans une banque d'investissement, créer une salle de jeu que j'ai bloqué. On m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. J'ai juste été expliqué à nos assistantes, voilà ce que j'ai envie de faire. Elles ont trouvé ça très, très, très sympa. Elles ont juste viré tous les gens qui avaient réservé la salle, elles les ont repositionnés dans d'autres salles. Et cette salle, maintenant, c'est une salle qui est visitée. Et c'est une salle même dans laquelle j'ai fait venir, enfin, ils sont venus me voir, donc un des 3 directeurs généraux du groupe, donc pas de la banque d'investissement, directement sous Frédéric Oudéa, plus la directrice de la transformation du groupe, pour s'inspirer de toutes ces pratiques de facilitation. Donc nous, on les a utilisées pour gérer la conduite de changement sur l'agilité, et notamment pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir définir les nouveaux rôles, pour pouvoir réformer nos processus, tout un tas de choses comme ça, et on l'a fait que sur la base de ces Innovation Games. Donc là, voilà en plus grande. J'ai pas demandé à Oana, mais elle est là parce que j'avais pas d'autres photos. Là, ce que vous voyez, donc on a utilisé, vous les reconnaissez, on a utilisé des speedboats, évidemment. On a utilisé du Start Your Day. Alors ça, c'est un truc simple. Vous voyez là, ce qui est là, c'est un incrément. J'ai piqué une boîte de cornflakes à mes gamins. C'est un incrément qui sort d'un sprint. Il est parti de là-bas. Là, c'était le premier jour du sprint. Et il devait arriver au bout de 3 semaines en prod. On a mis les équipes de développement d'un côté, les équipes de prod de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà. Et là-haut, vous aviez des Remember the Future. Ça, c'était au tout début pour définir notre monde agile et comment on allait y aller. Et l'idée du Remember the Future, ce qui est assez fun quand on définit, donc quand on se positionne sur son île, donc il y a un peu d'hypnose ericksonienne dans le groupe. On vraiment les fait vivre leur agilité, etc. Et là, on leur demande d'écrire une carte postale. Et donc, il y a des groupes, ils ont carrément écrit une carte postale au DSI. Voilà. Et franchement, je crois que, on a comme ça réussi à mobiliser une 50aine de personnes.
sur leur temps de travail, puisque je ne suis pas une ONG, je n'avais pas de budget, je n'avais rien du tout, mais comment créer du désir et de l'appétit dans la conduite du changement. Et chose qui était inimaginable en une saison, parce que je vais vous en parler après, on a travaillé sous forme de saison, on a réussi à inverser une bonne partie, par exemple, de notre fameux processus de gestion de projet, qui est, chez nous, lourd. Ça, en fait, c'est revenir aussi au principe de travailler. Donc, je vais revenir un peu après au principe des saisons. Je me suis inspiré de Mike Cohn. Vous avez notamment le chapitre 4 de son bouquin qui fournit vraiment de très bons tuyaux comment donc aller vers l'agilité par itération. Donc, comment devenir agile en s'appliquant une démarche agile. Donc de travailler en fait ce qu'on a défini au début nous avec des innovation games. Donc avec on a d'abord fait du post-up pour définir un peu comme du cover story pour définir en fait notre image de l'agilité. Ensuite on a défini via des speedboats et puis via des Remember the Future quelles étaient les choses à mettre en œuvre pour devenir agile. On a regroupé ça, ça nous a donné différents sujets. Donc on a des gens qui ont travaillé sur la gouvernance, d'autres qui ont travaillé sur la product ownership, d'autres qui ont travaillé sur la mise en prod, d'autres sur la qualité technique, ce genre de choses. Et puis on a dépilé de cette façon-là. Donc l'inspiration vient de Mr. Mike Cohn par rapport à ça, mixé aux Innovation Games, et c'est comme ça qu'on a arraché les choses. Derrière, une fois qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, la conduite du changement, donc on est vraiment dans une démarche apprenante et toujours une rupture douce. On livre pas l'agilité comme ça donc aux gens et puis après on les met dans une salle de classe et après débrouillez-vous. Donc on l'accompagne et on a mis en place en fait une démarche aussi itérative et incrémentale pour que les équipes deviennent agiles. Donc un modèle de coaching qu'on a été un peu puisé chez Mike, un peu chez Lisa Atkins aussi, pour transformer nos équipes de façon itérative et incrémentale aussi. Et on a un transformation backlog, on fait des itérations, on fait des rétrospectives de coaching, on a un transformation honor, donc on a appliqué Scrum pour faire de la transformation d'équipe. Donc ça vient de chez eux aussi. Et un bon bouquin aussi que vous pouvez regarder donc sur la conduite de changement et les différentes étapes qu'on peut retrouver dans une équipe, c'est Kotter qui a écrit, c'est pas tout jeune ça, on va aller dans les années je crois 80 là, pour pouvoir monter progressivement en fait en gamme. Donc c'est encore une fois c'est de la fusion un petit peu de tout ça qu'on a mis en pratique. Alors ensuite pour créer du désir et puis que le désir soit durable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé la conduite de changement en saison. Donc on s'inspirait des saisons télé. Donc on en est à notre 3e saison. Puis pour que les gens reviennent à chaque fois, les saisons, on les a intercalées entre les vacances scolaires. Donc on a fait la saison 1 entre la Toussaint et puis Noël. On a fait la saison 2 entre Noël et les vacances de ski, ou les Maldives pour certains. Et on a fait la saison 3. Là on est dans la saison 3. Alors, les gens, ils rigolent quand on présente ça, mais c'est simplement s'adapter au biorhythme des personnes. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Et si on veut que les gens continuent à venir pour nous aider à conduire le changement et travailler sur toutes ces 3-4 couches là, finalement pour décaler notre fameuse balance scorecard et d'aller vers une balance scorecard agile. Et je réemprunte encore une fois une petite phrase que j'aimais bien de Hannah, c'est « to keep the groove ». Donc on le fait via des saisons. Alors les saisons, on les fait comme les séries télé. Chaque saison, donc il y a des épisodes. Les épisodes, c'est des ateliers de travail qu'on relie entre eux avec un teaser à chaque fois. On a une storyline et c'est comme ça qu'on dépile en fait les choses. Et quand on est en saison 2, en fait, on écrit le scénario de la saison 3. On l'écrit pas à l'avance. Donc c'est ce qui se fait maintenant dans toutes les saisons, dans les séries télé qu'on voit. On n'écrit pas longtemps là. On sait à peu près où on veut aller. Donc on s'applique encore un peu d'agilité, on a la vision de vers quoi on veut aller, on a un peu nos épiques et nos thèmes vers quoi on veut aller. Les user stories, par contre, on les écrit la saison d'avant. Voilà un petit peu comment on est. Donc on en est là aujourd'hui, donc 27, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Comme je l'ai dit, il y a quand même là on a un pas à franchir. Et donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Parce que là, je bloque un peu. Et je vais aller chercher de l'inspiration en Inde, d'abord. Et vous allez être surpris, mais pour vous dire que c'est vraiment de la réalité. Donc, on va essayer d'inverser la pyramide. Donc là, j'ai du boulot. On va l'inverser. Alors, on va s'aider de Gilles, peut-être, sur la sociocratie. Inverser la pyramide.
C'est des choses que vous pouvez croiser parce que ça fleurit en ce moment, même dans le milieu du coaching agile, le servant leadership. Inverser la pyramide, ça va être de gentiment expliquer à un manager que sa valeur, c'est de se mettre au service de ceux qui délivrent la vraie valeur. Alors si on lui dit ça comme ça, évidemment, on ne va pas se faire des potes. Donc on va repuiser, je ne l'ai pas mis ici parce qu'il y en a beaucoup, on va repuiser dans ce qui vient du compagnonnage, et que les gens qui délivrent de la valeur, c'est les gens qui fabriquent la pièce. D'accord ? La vraie valeur, c'est celle-là. C'est quand je fais du code, c'est le code. Quand je fais une pièce de bois, c'est l'ébéniste qui fait la pièce de bois, c'est pas son manager. Donc en fait, toute la pyramide, ça va d'essayer d'expliquer progressivement que, en tant que manager, ma valeur, c'est de me mettre au service des gens qui vraiment produisent du concret et qui va vraiment satisfaire le client. Ça, je l'ai trouvé, donc moi j'ai passé 3 ans en Inde, et je l'ai trouvé dans un bouquin de Vinay Nayar. Alors pour vous dire que c'est d'actualité, j'étais à Gare de Lyon vendredi soir, le bouquin est traduit en français, il était dans le relais H, devant la caisse. Ah, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans une bibliothèque, je ne sais pas où, d'Harvard, machin, etc. C'est à côté de Le Point, de Bi, de machin, etc. C'est là. D'accord ? Et on en avait parlé l'année dernière dans la revue Management. Ou, quand même, cet homme-là, dans une culture extrêmement pyramidale, l'Inde, hein, le chef, pour s'en sortir, donc il a une petite boîte informatique qui fait 65 000 personnes. Donc petite boîte là-bas, puisque les gros font entre 130 et 160 000 personnes. Et donc il a essayé de chercher quelque chose pour s'en sortir et pas crever. Et donc il a appliqué un certain nombre de choses, notamment le feedback continu, s'exposer, la transparence, et puis l'inversion de la pyramide. Alors évidemment, il l'écrit bien, ça se lit super vite dans le bouquin, il est vraiment limpide, il n'est pas très gros. Bon, après, moi je connais un petit peu comment ça se passe là-bas, donc c'est pas forcément tout rose, c'est HCL, hein, l'entreprise, mais ça donne quand même des pistes. Bon, par contre, là, il va falloir qu'on s'équipe de techniques de renversement de pyramide un peu massives, donc on est en train de cogiter à des choses pour essayer de les déployer sur la saison 4. Mais ça va être un petit peu, un peu notre idée. Je vous ai mis là à peu près ce qui revient en fait du servant leadership, donc c'est des choses dont on a parlé peut-être un petit peu ce matin. Sylvain en parle un peu, enfin on en parle de partout. Donc là on va travailler vraiment dans le monde, on est vraiment, faut se faire accompagner vraiment, pas par des experts, des geeks informatiques hein, de code là-dessus, mais c'est vraiment l'écoute, c'est l'empathie. L'empathie, ce qui veut dire l'empathie, c'est déjà l'auto-empathie avant de vouloir faire preuve d'empathie vers les autres. Enfin, tout un tas de choses que je vous recommande dans le petit bouquin de Greenleaf qui sont assez sympathiques à lire. Et puis, donc, venez voir cet après-midi. Enfin, je veux pas non plus vous bourrer le crâne, mais si vous connaissez pas et si vous avez jamais entendu parler de sociocratie, venez découvrir. En plus, donc, on a un personnage formidable qui m'a fait découvrir, qui est Gilles. Vous verrez, ça résonne complètement avec les valeurs humanisme de l'agilité. Ça paraît très simple. Évidemment, dès que c'est simple, la conduite de changement va être super hard. Et donc, on va essayer. Donc, j'ai déjà fait rencontrer Gilles à un groupe de ressources humaines chez nous. Il y a des gens très intéressés. Et je pense que ça va sérieusement nous aider à contribuer à un début de renversement de la pyramide. Et puis, avec Sylvain, on va revenir. Alors, on va peut-être proposer ça à Gilles 2012. Parce que Sylvain a autre chose dans son sac qui s'appelle des vitamines mentales. Donc je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais on va essayer de vous concocter quelque chose. Alors ça sera un autre bocal, ça sera un bocal de vitamines, pour essayer de nous aider dans notre longue route pour accompagner le changement et puis installer en fait une agilité de façon durable, pérenne et non toxique. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu une mosaïque de plein de choses. Je vous ai mis en annexe un peu plus de détails. Ça fait beaucoup de lectures. On n'a pas le temps de lire tous les bouquins, c'est clair. Donc ce qu'on fait en ce moment, ce qu'on a commencé déjà entre nous au niveau de l'équipe de coach, on a un book club. Donc on se fait aider d'ailleurs sur le sujet par Jean-Claude Grosjean. Donc vous le recroiserez, je ne sais pas s'il est repassé, Jean-Claude. On en a parlé avec Oana. Donc on lit des bouquins, on les lit ensemble, on les partage, etc. Et puis, on a commencé aussi, je vois les personnes là, à organiser, alors à se retrouver nous de façon informelle à peu près une fois par mois à la Défense,
où on échange sur des sujets comme ça, où chacun amène un peu ses épices qu'il a creusées. Donc là, je gravite avec des gens qui sont assez branchés Palo Alto, par exemple. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai essayé les bouquins, je trouve ça complètement insipide, austère, etc. Mais on se donne les clés de lecture. Hein. Et vous avez des gens qui sont pas très dans le visuel, donc là, on va leur donner les clés de lecture sur vraiment tout ce qui est visual thinking, etc. Donc on commence à organiser ce genre de petites choses, et on a appelé ça le déjeuner des perles. Parce qu'on on a tenté d'utiliser Perltree, puisqu'on est très dans les mind maps, et on s'est dit on va connecter nos mind maps. Donc Perltree, c'est un petit logiciel, vous pouvez le télécharger sur iPad ou sur PC. Ça vous permet, même quand vous browsez, de connecter un peu sous forme de mind map un peu les idées que vous avez, puis de vous brancher avec d'autres personnes. Donc on est un peu dans la mouvance d'intelligence collective, hein, du Brain 2.0, et de se connecter les cerveaux et de partager. Ça va quand même plus vite que de se taper tous les bouquins. Bon, moi je lis toutes les nuits, mais on peut pas demander, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Et puis c'est plus sympa aussi de se raconter les choses, puisqu'on rentre dans l'esprit du storytelling et on fait passer les choses donc avec son émotion aussi. Voilà pour aujourd'hui. Et puis vous n'oublierez pas la feedback door, qu'on pratique nous systématiquement aussi en interne avec tout le monde. Donc je crois que vous avez des papiers là-bas. Alors c'est plutôt du dot voting que du feedback door. Donc vous avez des petites pastilles, vous mettez des petites pastilles ce que vous avez aimé, pas aimé. Et je sais pas, on a la place pour gribouiller? Parce que j'ai oublié des post-it, je n'ai pas amené de post-it. Sinon, si vous avez envie de gribouiller, vous gribouillez, et puis sinon vous m'envoyez des feedbacks. Et puis il est quelle heure? J'ai fait ça en 45 minutes. Maintenant, je peux prendre toutes vos questions, vos objections surtout. Hein, on va faire des objections. Et je vais aller chercher de l'eau, parce que j'ai soif. Il y a un micro, je crois, aussi, dispo pour les questions, non? Non, il n'y a plus de micro. Bon. Alors. Donc, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et en fait, je me présente, Rafik Meki, je suis à SQLI. Tu as identifié, en fait, en parlant de la conduite de changement, quelques gros chantiers. J'aimerais bien en savoir plus. Par exemple, tu as parlé de la qualité, de l'identification des rôles. Et en fait, voilà, si tu as des épiques de gros chantiers en conduite de changement. Oui, alors j'en ai pas parlé, c'est aussi chez Jürgen, c'est que c'est une démarche complètement systémique. Dans le sens où on embarque tout le monde. Donc on embarque ceux qui gèrent des projets, on embarque les architectes, on a embarqué les HR, les ressources humaines, puisqu'on on touche à des rôles, on définit des rôles, des nouveaux rôles, etc. Alors dans les gros chantiers, le truc qui nous emmerdait le plus, on va parler des pain points, c'était le processus de gestion de projet qu'on avait, qui était vraiment un truc de bureaucratie de folie. Et en fait, c'est le truc qu'on a réussi à éroder le plus rapidement possible, parce qu'il nous emmerdait tellement que ça a été... on a vraiment travaillé dessus. On avait un autre truc aussi qui nous emmerdait bien, qui s'appelait le SDLC, donc le Software Development Lifecycle, qui est aussi le processus de développement, vraiment, etc. Comme il était tellement anti-agile, ça c'était facile, on dit on le fout de côté, puis on en refait un, quoi. D'accord? Mais il a fallu avoir le courage de le dire et puis de le faire. Donc ça, c'est les deux chantiers sur lesquels on a avancé au début. Le chantier en cours, qui est énorme, et sur lequel on a du mal à aboutir, c'est le continuous delivery. Et d'arriver à mettre en place ça, aujourd'hui, avec les équipes de prod. D'accord? Le continuous delivery et DevOps, c'est génial dans les bouquins. C'est top. C'est très bien quand on démarre avec des applications nouvelles. Une boîte comme la nôtre, on a 95% de nos SI, c'est du legacy. D'accord? Et c'est une organisation donc, qui s'est ultra silotée aujourd'hui pour protéger la production. Et on va être dans un contexte où aujourd'hui, pour avancer, il faut qu'on commence à désapprendre un peu l'organisation qu'on a mis en place pour remettre ensemble les équipes de prod et les équipes de dev pour pouvoir aller jusqu'à du continuous delivery. Alors, je ne parle pas de technique, de software factory, enfin, de tous ces outils, etc. Ça, on a plein de geeks qui nous fournissent tout ça, c'est bon, c'est dans la boîte. Mais entre avoir ça et d'arriver à pousser en prod, hein, le continuous delivery, c'est je pousse en prod de la façon la plus automatique possible et en essayant d'être ce qu'on a fait avec Wana en mode télépéage plutôt que d'avoir des péages qui nous arrêtent toutes les 2 minutes, quoi. Hein, aujourd'hui, on a beau avoir des équipes qui pédalent agile, donc nous, on a plutôt des itérations de 3 semaines. Donc on pousse tout dans un bac à sable, mais ça part en prod tous les 3 mois. Donc la chaîne de valeur agile, elle n'est pas top, quoi.
macro, ok. Quand tu as un legacy énorme, si tu veux, quand tu touches à un endroit, le change aujourd'hui, c'est égal stress. Donc, on a mis une armée, process plus organisation, pour gérer tout ça. Donc, notre gros souci aujourd'hui, c'est ça. Et là-dessus, on y est depuis 3 saisons. Et si aujourd'hui, donc je vais faire de la pub pour d'autres copains, je commence à essayer de connecter la communauté agile avec la communauté de l'ITSMF. L'ITSMF, c'est le monde dit-il, c'est les infogérants, c'est le dur, c'est le lourd. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas avec nous, le continuous delivery, on n'en fait qu'un morceau. Et donc c'est revoir même par rapport aux problématiques de la production. Donc on va changer, on va regarder par l'autre côté de la lorgnette, comment on va arriver à se connecter. Nous, on est dans une entreprise où, quand je parle de production, il y a production logicielle et production hardware. Nous, toute la production même hardware, les machines, etc., c'est carrément un centre de service dans le groupe. Donc on a été siloté jusqu'à ce niveau-là, quoi. Donc là, on a vraiment des chantiers énormes. Et je ne sais pas combien de saisons il va falloir y arriver. Alors sur des solutions, sur des applications innovantes relativement nouvelles, ça se fait bien, puisqu'en plus elles sont conçues pour, on ne traîne pas un legacy, elles vont intégrer une architecture agile avec ce qu'on appelle du feature toggle ou ce genre de choses. Donc c'est des gens qui sont capables de pousser en prod, pas tous les jours, mais presque, voire au moins une fois par semaine. D'accord ? On est loin de trucs Flickr, etc., où ils poussent 10 fois par jour. Mais ça, ce genre de choses, on arrive à le faire sur quand on a la chance d'avoir des nouvelles applis. Mais une boîte comme la nôtre, et je sais plus, hein, j'en discute avec on n'est pas les seuls, 90%, 95% du SI, c'est du legacy, quoi. Avec une dette technique énorme. Donc dès qu'on appuie sur un truc, on serre les fesses. Voilà. Oui. Est-ce qu'on va parler de management éthique ? Je vais donner ma langue au chat parce qu'il y était la semaine dernière. Gilles. Ouais. Bonjour, Elisabeth Ducard de Valtech. Oui, donc je vais parler de l'éthique parce que ce qui m'a fait réagir, c'est le bocal de con. Parce que quand on dit con, on juge, et c'est du jugement. Et au niveau de la personne, en fait, ça coupe au niveau de l'interaction qu'on a avec la personne en face. Donc ce que je dirais, juste pour aller jusqu'au bout, c'est quand on a une personne en face de nous qui réagit pas à ce qu'on a envie de dire, surtout quand on est novateur et quand on est leader, c'est vrai qu'en face de nous, les gens, ils disent toujours « Ah, mais t'es largement en avance dans le peloton, les gens peuvent pas te suivre ». En fait, il faut juste faire le constat qu'on est arrivé au seuil de tolérance de la personne qui est en face de nous, qu'elle n'a pas les mêmes repères, et l'objectif, c'est vraiment nous de travailler sur nous pour essayer de trouver le terrain commun avec la personne en face de nous pour la faire avancer. Mais je réagirai vraiment parce que, surtout si on va vers la sociocratie et que le savoir-être et le consentement est important, le con, c'est vraiment le jugement, et donc voilà, je réagirai là-dessus. Parce que t'inquiète pas, on en a déjà pas mal parlé, même avec Sylvain. Moi, je l'appelle le bocal à hostile, déjà. Et puis surtout, on n'en parle pas quand on l'utilise. C'est entre nous dans une petite sphère, mais on va pas dire à un mec qui nous énerve, je te mets dans mon bocal à con parce que j'ai besoin de traiter le truc, quoi. Mais c'est simplement, Elisabeth, c'est simplement parce que, bah voilà, ok, c'est straight, ça heurte. Ouais, c'est pas moi le propriétaire. Mais au moins, on rigole tous. Oui, justement, c'est exactement le principe. Hein. Le principe du bocal, évidemment qu'on ne va pas le dire à l'autre. Le principe, c'est exactement pour sortir de cette réaction primaire qu'on a, c'est toujours l'autre qui est un con, et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour avoir une réaction sereine et éthique, acceptable vis-à-vis de lui. Donc, bien entendu que l'idée est tout à fait métaphorique et qu'elle n'est pas à appliquer telle qu'elle. C'est qu'elle peut être dangereuse parce qu'on le dit entre nous, on est quand même là, je sais peut-être une centaine de personnes, et il faut juste savoir qu'on coupe, se dire la personne en face de nous, elle a un potentiel aussi de créativité, mais que comme on la juge, on va pas aller plus loin. Donc vraiment, je suis d'accord, mais j'allais dire vraiment pour éviter que, parce que les réalités des mots sont importantes puisque ça crée notre pensée. Alors c'est voilà. Bien pour ça qu'elle s'appuie sur la réaction primaire que l'on a nous face à cet autre qui ne réagit pas comme on aimerait qu'il réagisse, et que bien entendu derrière l'observation
de l'autre, avec l'idée que le bocal nous permet à nous de prendre du recul vis-à-vis de lui, l'observation de l'autre, c'est bien l'observation de ses mécanismes à lui, pour savoir comment on peut répondre à ses besoins à lui et pas juste imposer nos façons de faire. Oui, je suis d'accord. Mais comme on a travaillé sur nous, c'est-à-dire, comme toi, j'imagine, on a travaillé sur notre savoir-être, mais tout le monde n'a pas forcément travaillé sur le savoir-être. Et ce terme-là, lancé dans une population ou même sur l'Internet, les gens qui lisent ça n'ont pas nos repères et donc peuvent après avoir une déviance ou un danger. C'est le seul truc que je voulais, surtout comment dans le management éthique, c'est important. Voilà. Mais merci pour le retour. On est d'accord, hein, mais c'est comme la plupart de tous les outils de coaching qu'on trouve un peu gratuitement sur Internet, c'est des outils extrêmement dangereux. Si on vous le livre aussi aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup de coaching, j'ai parlé du bouquin de Lisa, j'ai parlé des vitamines mentales. On prend énormément soin à accompagner nos propres coachs qu'on fabrique en interne pour pouvoir utiliser ce genre de choses. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, on le prend comme ça, mais moi je l'ai trouvé un soir, ça m'a permis de relativiser par rapport à une situation. Bon, tu le sais, je fais un travail sur moi aussi, et les gens autour de moi qui ont commencé à le mettre en œuvre n'arrêtent pas de nous remercier quand même. Mais oui, c'est comme tout outil de coaching, ça a double tranchant, et il vaut mieux d'abord faire un travail sur soi avant de commencer à s'amuser avec sur les autres. Donc déjà, peut-être se mettre tout seul dans le bocal et puis de regarder comment on est dedans devant une glace, quoi. Voilà, avez-vous d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, Stéphane Brodu. Je vais faire du pouce sur ce qui a été dit, puis au travers d'une question que je vais vous poser. Beaucoup des choses qu'on se fait présenter actuellement sont essentiellement présentées comme des techniques au travers de bouquins ou des techniques d'idéation, de création, etc. Mais souvent, je trouve ce qu'on oublie d'aborder, c'est la posture intérieure. Vous l'avez fait un peu en parlant d'auto-empathie, par exemple. Puis, ce que je voudrais savoir, c'est jusqu'à quel point vous travaillez cette posture intérieure-là avec les gens que vous avez dans les équipes agiles et de quelle façon? Alors d'abord, je la travaille sur moi, hein, comme je dis à tout le monde, et je le communique, c'est-à-dire pas plus tard que le mois dernier, j'ai été plus que me former, par exemple, à la CNV, la communication non violente. Donc je fais un travail sur moi en permanence et je le communique, comme ça les gens savent que j'essaye pas de, enfin j'évite d'être, enfin je tente de pas être un fou avec ces trucs-là, que je me remets en question en permanence. Je crois que ça c'est un des 2 piliers du Lean, hein, le continual improvement. Donc c'est déjà connaître ses limites et puis de se tester, de s'exposer. Ensuite, ce que j'ai le plaisir de rencontrer des gens qui me tirent aussi. Donc je vais le dire, hein, Anna, Elisabeth, on a eu beaucoup de discussions, Jean-Claude, tous les coachs de la planète, on essaie de se tirer aussi dans ce sens-là, et puis de se faire un peu, on n'est pas dans des groupes de supervision, mais le fait d'échanger en permanence. Si on se prétend coach, de toute façon, on a un superviseur. Hein, un coach qui n'a pas de superviseur, c'est juste un fou. Et aujourd'hui, ce qui me fait énormément plaisir, c'est de graviter avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'IT. Hein, donc des coachs qui sont ici, Gilles de la sociocratie. Et donc ça permet de continuer à grandir, de se protéger, de toujours avoir un reflet en soi. Dans tout ce que je vous ai exposé, je ne vous ai pas parlé de techniques de geek IT, de code, de TDD, de machin, etc. Je ne suis plus là-dedans. Et puis je vais pousser le truc jusqu'à plus loin, puisque mon futur, que j'envisage, c'est le métier de la facilitation. Même sortir du centre agile un jour, mes équipes le savent, et continuer à tirer, aller dans ce sens-là. Voilà. Et puis on rencontre des gens, il y a Lan qui est là aussi, donc facilitatrice de International Cultural Affairs. Le fait de faire ce genre de choses, de communiquer, c'est justement après c'est radiant. Et donc on rencontre ces gens-là. Et il faut surtout pas rester dans les bouquins. Les bouquins, en fait, quand je lis un truc le soir, si je le mets pas en application le lendemain, je le jette. Donc à chaque fois, c'est de la lecture pragmatique pour pouvoir les mettre en œuvre. Est-ce que la réponse vous va ? Mais surtout, lisez pas les bouquins juste, enfin, sauf si vous êtes universitaire ou littéraire, mais c'est des bouquins qui sont quand même super pragmatiques. Hein. Ah, stop. Bon, de toute façon, je suis accessible sur le net. On va en refaire d'autres. Merci.